Retour sur ce plateau pour la dernière partie de Regard croisé de ce jour. Nous abordons le thème concernant le Togo, lancement à Lomé du 9e congrès du panafricanisme. Lomé a accueilli hier lundi 22 mai le lancement de la 9e édition du congrès du panafricanisme qui devrait se tenir au dernier trimestre de l'année 2024 au Togo. Une nouvelle édition qui est lancée, portée par le Togo avec l'appui de l'Union africaine. Le Togo aura le mérite de relancer ces rencontres après le fiasco de la 8e édition tenue en Afrique du Sud. Une réussite à mettre à l'actif de la diplomatie togolaise. Prosper Aboklou. Bon, je ne sais pas si on peut le qualifier de réussite, mais je crois quand même que le Togo, depuis un certain temps, s'inscrit dans le Conseil des Nations comme un centre des grandes rencontres. Vous n'êtes pas sans savoir que le président de la République a fait donc de sa politique aussi des rencontres internationales qui se veut citoyenne, qui s'inscrit dans le cadre donc je dirais des bons voisinages entre les Africains. On a dénoté des sommets qui se sont déroulés par exemple contre la cybercriminalité. Le Togo l'a initié, c'est déjà un impact qu'il a déjà sur les problèmes africains. Celui-ci également vient conforter tant soit peu la volonté politique donc de s'ouvrir sur l'Afrique et de conceptualiser les problèmes africains. Et ça, je m'inscris vraiment en tant que Togolais dans cet idéal. Maintenant, ma conception de la chose par rapport au fait que ça se déroule quand j'ai écouté un tant soit peu les acteurs, je suis un peu, moi, par rapport à ma conception de l'africanité, du panafricanisme, tous les motifs qui ont été débattus, enfin, ça ne concerne que moi, pour moi, ne cadrent pas vraiment avec l'idéal panafricaniste. Nous reviendrons oui, sur le fond tout à l'heure. Voilà, donc je crois que l'initiative en soi est une très bonne chose, que le Togo ait le courage, quand il y a eu fiasco pour la 8e édition en Afrique du Sud, où les Sud-Africains ont refusé d'accepter les Marocains, il y a eu un certain nombre général, et que le Togo, 9 ans après, est passé par les coulisses. Je crois que la diplomatie togolaise est en train de faire de très belles choses, n'en déplaise aux détracteurs. Monsieur Robert Doucet reste quand même l'un des diplomates africains, togolais, bien connus, et africains qui se signalent donc sur ces prises, donc sur ces actions. Dieu donne ses nous. En bon Togolais, je ne peux que saluer ce dynamisme au niveau de la diplomatie togolaise qui arrive à concilier des positions autrefois non conciliables. Le récent exemple est donc la situation entre le Mali et la Côte d'Ivoire. On ne voyait pas le Togo venir faire grandes choses, mais finalement, c'est à l'actif du Togo. Et voilà, ce sommet aussi. Et voilà, arriver aussi à organiser un tel sommet. Vous voyez, le Togo aujourd'hui ne joue que sa carte au vu de sa place stratégique qu'elle occupe au niveau du continent africain. Et ça, je le salue. Il y a de cela 10 ans, le fiasco, comme le disait tantôt mon prédécesseur, le fiasco était constaté. Le Ghana a choisi d'organiser son congrès à son niveau. Mais comment est-ce que le Togo est arrivé aujourd'hui à mettre ensemble ces deux entités qui ne parlaient pas la même voix de par le passé? On ne saura le dire, c'est la magie togolaise, donc c'est à saluer. Maintenant, la question est de savoir qu'est-ce qu'on met dans le panafricanisme. Nous y reviendrons tout à l'heure. On y reviendra tout à l'heure. Mais même question à vous, Ibrahim Acha, la diplomatie togolaise qui a réussi quand même à rassembler, du moins pour le moment, les deux bords
pour lesquels le sommet, la 8e édition du sommet avait fait fiasco en Afrique du Sud en 2014. Voilà le Togo qui rassemble. Du moins, c'est le lancement. On n'a pas encore entamé les activités proprement dites, mais déjà, à ce lancement, est-ce qu'on peut donner des satisfecits à l'endroit de la diplomatie togolaise? Ouais, il faut dire que la diplomatie togolaise est de plus en plus offensive depuis un certain temps, surtout avec celui qui incarne cette diplomatie. Je veux parler du professeur Robert Doucet, qui sait où amener le Togo, qui sait ce qu'il a présenté au reste du monde, et des choses positives, hein, bien évidemment, à présenter au reste du monde pour attirer aussi l'attention sur notre petit pays. Donc, ce congrès qui va s'organiser ici à Lomé, ça a été, disons, un projet porté par le Togo, et ce projet a reçu aussi, disons, le soutien de l'Union africaine. Donc c'est déjà une une grande réussite au point de vue diplomatique, parce qu'arriver à rallier cette instance continentale à cette cause, je pense que c'est déjà une très bonne chose, c'est à saluer. Donc c'est une diplomatie beaucoup plus offensive et qui porte déjà des fruits. C'est vrai que nous n'allons pas vite aller en besogne, parce que le congrès n'est pas encore tenu, et ce n'est que le lancement. On ne sait pas s'il y aura un fiasco ou pas, on ne le souhaite pas. Non, parce qu'il y a eu des rencontres aussi qui ont été annoncées comme ça, mais qui ne se sont pas tenues. La preuve, il y a eu un sommet israélo-togolais, Israël-Afrique, qui a été annoncé, mais ça n'a pas eu lieu. Donc, c'est pourquoi je ne veux pas trop vite aller en besogne, ou bien fantasmer, ou bien, disons, commencer déjà à jubiler, alors que le congrès n'est pas encore dans sa phase, disons, effective sur le continent. Mais déjà, avec le lancement, on sent quand même que les choses sont en tout cas mises sur de bonnes voies, et nous osons croire que, comme on l'a dit, le rendez-vous en tout cas du dernier trimestre de 2024 se tiendra ici à Lomé. Je pense que les choses iront normalement. Alors, nous revenons maintenant au fond du sujet, puisque Prosper Agboklou voulait l'aborder. Je vous reviens donc, Prosper, l'objectif de ce congrès, cette 9e édition, c'est d'amener les Africains vivant sur le continent et la diaspora africaine, les afro-descendants, à s'interroger sur l'avenir du continent, sur plusieurs aspects, notre devenir social, sociétal, politique, culturel, etc. Vous disiez tout à l'heure que dans le fond, vous constatez un problème. Quel est ce problème que vous avez remarqué? Non, lorsque j'ai écouté, enfin, on annonce donc par rapport à cela les réformes des institutions multilatérales, oui. La meilleure représentation du continent africain sur la scène internationale. Pour moi, c'est des termes qui jouxtent avec le mondialisme, avec les mondialistes, c'est les propos que tiennent les mondialistes par rapport à cela. Parce que, pour moi, le panafricanisme est défini comme un mouvement, vous venez de le dire, solidaire, c'est-à-dire de solidarité entre les Africains de la diaspora et les afro-descendants. Vous n'êtes pas sans savoir que ce mouvement est né déjà en Haïti. C'est par là que la source même est venue, et il a été maté quand les esclaves, les Africains, ont voulu porter sur les fonds Bassibon leur désir d'être ensemble, d'être ensemble, de s'unifier, de s'unir. C'est ça, non? S'unifier, voilà, pour pouvoir parler, considérer leur concept. Ça n'a pas été du tout facile. Kwame Nkrumah, le père donc, du panafricanisme africain, a développé un certain nombre de concepts sur lesquels, franchement, les mondialistes ne sont pas d'accord. Maintenant, quand on met en place donc une telle structure, c'est pour
pouvoir, je dirais, repartir à la base, reprendre l'idée originale donc du panafricanisme, ou pouvoir l'adapter à une situation mondiale. Donc, à mon avis, on est toujours dans le concert de la mondialisation, c'est-à-dire on est dans le mondialisme. Et quand vous écoutez un peu les acteurs, quand on dit sortir l'Afrique de sa torpeur, l'Afrique a peur de quoi? Et on parle de torpeur. C'est ça, c'est-à-dire que pour moi, le concept même, c'est le panafricanisme est devenu, quand moi j'ai paix à son âme, le professeur, l'ancien premier ministre Edem Kodjo, voilà, j'ai assisté à une de ses conférences. Quand il a expliqué le panafricanisme, c'est là où moi j'ai épousé l'idée du panafricanisme, c'est-à-dire que c'est une indépendance totale, une conception qui donne à l'Afrique son originalité. Par exemple, l'Afrique n'est pas homosexuelle. Aujourd'hui, dans la mondialisation, il y a l'homosexualité qui prévaut. Vous craignez qu'en voulant s'ouvrir sur les nouveaux enjeux du monde, oui, dans cette logique de panafricanisme, on tombe dans certaines dérives qui sont en contradiction avec les cultures africaines. Voilà, les cultures, les mœurs, nos mœurs sont différents. Maintenant, quand on parle donc de comment la multilarité des institutions qui gouvernent, bon, est-ce qu'on aura un impact, par exemple, sur l'ONU? Regardez, l'UIA, on a comme structure africaine qui n'arrive même pas à intervenir dans les débats internationaux. Maintenant, c'est cet organisme qui convoite les gens vers cet idéal panafricain. C'est là où je suis un peu, je ne dirais pas dubitatif, pessimiste. Ça ne répond pas aux idées. Et puis, quand je vois les gouvernants devant l'initiative, pour moi, ça ne donne aucun aspect, comme on appelle l'originalité n'est pas. Ce sont les gouvernements qui pilotent encore un certain nombre. C'est-à-dire ce concept-là, où est l'indépendance? Vous auriez aimé qu'on donne ça à qui? À la société civile? Oui, c'est-à-dire que il y a des gens qui sont imbus de l'idéal panafricaniste. Oui, on a des intellectuels aujourd'hui qui nous ont fait comprendre ce qu'est l'Occident, ce qu'est le concept occidental, la mondialisation et tout ce que ça draine comme on appelle problème derrière et qui n'est pas compatible avec l'Afrique. On a une appréciation de la chose. Maintenant, si on vient, qu'on rassemble les gens donc qu'on appelle dans leur disparité. Écoutez, Kais Saïd la dernière fois a soulevé une tollée en Afrique qui a fait des remous. Bon, maintenant, on dit la Tunisie, est-ce que nous avons les mêmes réalités, la même conception du panafricanisme? Est-ce que ce faisant, on ne risque pas aussi de tomber dans le chaos qu'a connu l'Afrique du Sud? Parce que c'est sur des questions comme ça, avec l'histoire de l'esclavage, le monde arabe et tout, qu'on a refusé aux pays du Maghreb de participer. Est-ce que, en restant dans votre logique, on ne risque pas de faire un échec bis? Non, pour moi, il faut, pour conceptualiser le panafricanisme, il faut vraiment aller à la source. Vous savez, si Bob Marley a été tué, c'est à cause de cela que Bob Marley a été tué. Il a été panafricain, Martin Luther King. Tout cela ont levé un certain nombre de boucliers qui ont consisté à amener à la conception de l'Afrique. Quand vous voyez les Nord-Africains, la plupart du temps, ils ne se considèrent pas comme des Noirs. Voilà. Vous voyez, au mondial de la dernière fois. Ne veut pas dire noir prospère à Bouclou. Africain ne veut pas dire noir forcément. Non, c'est-à-dire que, regardez à peu près la dernière fois, avec la question du racisme en Europe, vous voyez beaucoup de Marocains, beaucoup d'Algériens, beaucoup de je ne fais pas comme on appelle, de la xénophobie, je ne fais pas de la xénophobie, mais je suis en train d'expliquer les choses telles qu'elles sont. Vinicius, il est brésilien, mais il est de quelle peau noire? C'est sur les noirs seulement qu'on crie. Donc, le panafricanisme concerne, je crois quand même, la peau noire est considérée plutôt comme africaine. C'est-à-dire les Noirs sont ciblés comme les Africains et les Africains blancs n'ont pas la même conception de ce que nous avons du panafricanisme. Est-ce que le panafricanisme ne suppose pas aussi une mise ensemble de toutes ces visions
pour que tous ceux qui sont africains et afro-descendants puissent se retrouver, parce que les afro-descendants n'ont pas tous la peau noire. Bon, je comprends bien votre question, mais pour moi, tel que le processus est engagé, ça ne respecte pas pour moi l'idée, parce que il y a effectivement le panafricanisme radical et le panafricanisme modéré. Quand on prend par exemple par le passé, quand vous prenez par exemple des gens comme Nkrumah, Olympio, Sankara, et tous ceux-là qui sont passés, qui ont été tués, c'est le panafricanisme radical. Contrairement à Léopold Sédar Senghor et Houphouët-Boigny, qui ont pensé qu'il faut modérer, mais tout ça a été un échec. Donc pour moi, on n'est pas vraiment dans l'idéal panafricaniste. Merci beaucoup, Prospera, beaucoup pour cette réflexion. Juste à côté de vous, je donne si nous attaquons maintenant le fond de l'organisation de ce congrès. Qu'est-ce que vous voyez à dire par rapport à cette idée de rassembler les Africains pour penser à l'avenir du continent sur le plan culturel, social, sociétal, politique, économique, etc. Guillaume, rassembler le continent africain, c'est l'idéal. C'est la chose la mieux à saluer d'ailleurs en tant qu'un Africain en soi. Si je prends par exemple l'un des objectifs que le professeur Djoussé a brandi au sujet de ce congrès, il dit, mais plus encore, cette rencontre permettra donc aux pays africains d'inventer des solutions inédites et pertinentes destinées d'ailleurs à améliorer la participation et la représentativité de l'Afrique dans la gouvernance mondiale ainsi que son implication dans la nécessaire réforme des institutions internationales. Ok. Pour moi, je me pose une question. Quel panafricanisme parle-t-on exactement? Le panafricanisme de Kwame Nkrumah, le panafricanisme d'Anta Diop, le panafricanisme que défendait Edem Kodjo lorsqu'il parlait de la synergie des forces africaines, de la, comment dirais-je, de l'unité de la force africaine. Il y a finalement plusieurs panafricanismes. Hein. Voilà. Alors, de quel panafricanisme veut-on parler, comment dirais-je, l'année prochaine? De quel panafricanisme fait-on allusion à lançant ce 9e congrès? De toutes les façons, moi, c'est des questions qui me clanent dans la tête. Maintenant, si c'est d'aller seulement se positionner dans le concert des nations ou alors avoir une position dans la gouvernance mondiale, est-ce que l'Afrique serait soumise à des stéréotypes internationaux qui exigent de ce continent des faits qui ne relèvent pas de son originalité? Voilà, ce sont des questions que... Le développement, c'est des choses qu'on n'avait pas connues peut-être avant, mais qui sont aujourd'hui des exigences. Vous parlez de quel fait exactement? Oui, naturellement. Avant même que l'Afrique ne se fasse respecter, il faut que le développement commence par l'Afrique. D'accord? Je ne dis pas en soi que réunir les Africains, les descendants afro, comment dirais-je, à Lomé en soi est une mauvaise chose. Non. C'est d'ailleurs ce qu'on veut. C'est d'ailleurs l'initiative de l'Union africaine qui donc porte ceci dans son agenda de 2021-2031. D'accord? Maintenant, quel est le fond? Et après cela, qu'est-ce qui sera imprimé véritablement à la mœurs africaine? Est-ce que c'est ce qui est visé? Ou alors, c'est l'Afrique face au monde? C'est forcément ça. Si c'est l'Afrique face au monde, alors qu'est-ce que nous avons en comparaison? Avec quel monde parle-t-on exactement? Donc moi, je suis resté beaucoup plus sur des questionnements. Et en soi, ça m'a apporté une euphorie. Hein. J'étais très content d'écouter une telle prouesse du Togo d'organiser une si grande rencontre. Maintenant, et après? Alors, qui sont ceux-là qui seront autour de la table pour discuter exactement de quoi? Il y a plusieurs thématiques. Très bien. Et le résultat va être utile à quoi exactement? Ou alors ça va être comme d'autres rencontres, d'autres grandes rencontres, et après une charte va sortir. Alors ça change quoi sur le mental africain? Moi, je veux encore, qu'à des rencontres comme ça, que le mental africain soit beaucoup plus travaillé. Et que l'Africain se rend compte aujourd'hui qu'il est le faiseur lui-même de sa personnalité, de sa richesse, de son développement, et que son développement ne dépend pas forcément d'autrui. C'est justement des valeurs comme ça qu'on va promouvoir lors de ces congrès, amener chacun à comprendre l'importance peut-être de son capital humain et des ressources dont il dispose sur plusieurs aspects. Comme je l'ai dit, les aspects politiques, il y aura des réformes, on va discuter de ces réformes sûrement, des aspects politiques, nous parlions tout à l'heure d'un sujet concernant la promotion des investisseurs nationaux, continentaux, les Aliko Dangote par exemple. Peut-être on parlera des aspects culturels, des aspects sociaux, sociétaux, etc., etc. Moi, c'est l'impact que tout cela va avoir qui m'intéresse. Vous doutez des résultats qu'on va avoir? Est-ce que je doute?
Moi, je suis préoccupé par l'impact. Je ne doute pas. Ok, d'accord. Ibrahim Macha, un 9e sommet qui vient après le 8e qui n'a pas vraiment porté à cause des divergences. Maintenant, nous attaquons le fond. L'objectif, c'est de réunir les Africains du continent et d'ailleurs à repenser à l'avenir du continent de façon globale. Tout à fait. Non, je pense que c'est une très bonne opportunité. D'abord parce que quand des Africains se réunissent, les Afro-descendants, la diaspora, et tout ce beau monde-là, on les draine vers Lomé pour réfléchir sur le devenir de notre continent, sur le repositionnement du continent dans la gouvernance mondiale. C'est une très bonne chose. Ça voudrait dire qu'il y aura des réflexions qui seront menées et on verra dans quelle mesure on peut agir sur certains leviers de manière à ce que l'Afrique se sente aussi respectée entre griffes et que l'Afrique aussi puisse aussi, pourquoi pas, prendre son destin en main. Parce qu'aujourd'hui, comme vous voyez un peu, en matière de développement, l'Afrique attend toujours l'aide au développement des partenaires. L'Afrique attend toujours que ce soit l'ONU qui vienne acheter les vaccins pour les Africains. L'Afrique attend toujours que ce soit le PAM qui amène des céréales dans les villages lorsqu'il y a la famine. L'Afrique attend toujours, lorsqu'il y a des catastrophes, que ce soit les bailleurs européens qui envoient de l'argent, que ce soit la Chine qui vienne construire les routes, que ce soit la Chine qui vienne aider les Africains à avoir des aéroports, à avoir même le siège de l'Union africaine. Vous savez, les Africains étaient incapables de construire leur propre siège. C'est la Chine qui est venue encore construire cela. Quand vous prenez la CEDEAO, lorsqu'il y a des rencontres, c'est toujours l'Occident qui envoie de l'argent, l'Union européenne qui soutient ces organisations. Quand l'Afrique se réunit et qu'on veut repenser à notre devenir, je pense que c'est une très bonne chose. C'est déjà une prise de conscience. Et je salue vraiment la diplomatie togolaise qui est à l'œuvre et qui va relever ce défi. Parce qu'après le fiasco de l'Afrique du Sud, je pense que si on arrive à organiser ce congrès-là à Lomé, ça serait vraiment une très bonne chose. Surtout qu'actuellement, quand vous prenez un peu l'évolution sur le continent, sur le plan idées, le foisonnement des idées en matière de panafricanisme, les conflits que nous avons sur le continent et tout ça, là, je pense que il était vraiment opportun que les Africains, les Afro-descendants, la diaspora et tout ce beau monde-là se réunissent pour vraiment revoir comment repositionner l'Afrique, parce qu'il s'agit de ça, et voir éventuellement ce qu'il faut faire pour que l'Afrique puisse évoluer. Bon, je pense que c'est un vœu pieux et c'est très bien. Et les Africains, mais n'importe qui, hein, quand on vous présente le projet, vous êtes séduits. Seulement, entre nous Africains, nous nous connaissons trop bien. Excusez-moi, je ne veux pas être un oiseau de mauvaise augure, mais il est quand même important de soulever parfois certains questionnements qui peuvent amener peut-être les initiateurs de ce grand projet-là, de cette rencontre-là, à rectifier peut-être les choses et à bien préciser leurs pensées. Pourquoi je le dis? Parce que quand vous voyez un peu la façon dont les choses s'organisent, la façon dont les choses évoluent, ceux qui portent ce projet et tout ça là, c'est parfois des réseaux que nous ne maîtrisons pas bien en Afrique. Pourquoi je le dis? Quand nous parlons de repenser le système politique, de repenser les réformes et tout ça là. Mais vous savez que habituellement le débat en Afrique, c'est le débat des troisièmes mandats. C'est le débat des longévités au pouvoir. C'est le débat d'aller vers des leaders africains qui ne sont pas prêts à laisser le pouvoir, mais à continuer par diriger le pays jusqu'à X temps. Vous comprenez, jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc quand vous voyez cette tentacule-là autour de ce forum, vous comprenez que ça doit susciter des inquiétudes. Alors, je m'arrête là. Il y a aujourd'hui un foisonnement d'idées, un vent de panafricanisme qui a repris, a soufflé sur le continent. On voit des panafricains aujourd'hui sortir de partout. Aujourd'hui, que veut dire panafricain? Est-ce être panafricain, être activiste sur les réseaux sociaux, dire qu'on ne veut plus de l'Occident, mais qu'on veut de la Chine, qu'on veut de la Russie? C'est quoi aujourd'hui le panafricanisme selon vous? Bon, moi je ne parle pas souvent du panafricanisme, mais je parle toujours de l'afrocentrisme, c'est-à-dire recentrer l'Afrique dans la gouvernance mondiale, mettre l'Afrique au centre de la gouvernance mondiale, penser du bon pour l'Afrique, c'est-à-dire que quand vous êtes un afrocentriste, c'est-à-dire vous voudrez que l'Afrique aussi ait son mot à dire
lorsque des sujets de préoccupation mondiale se posent, l'Afrique aussi... C'est l'une des visions de ce sommet. Bon, je doute bien. Espérons que ce soit cela, puisque c'est ce que nous voulons, vous comprenez. Et donc, moi, c'est ce que je conçois par le panafricanisme qui devait, en principe, être ce qui est le panafricanisme, ou bien le courant qui doit être porté par les Africains. Parce qu'aujourd'hui, ça va dans tous les sens. Vous voyez des gens qui se disent des panafricains, mais qui veulent que l'Afrique quitte le joug occidental pour se placer sous le joug russe. Vous voyez des panafricanistes qui vous disent que non, il faut faire l'apologie des coups d'État. Vous voyez des panafricanistes qui disent que non, ce qu'il faut faire maintenant, c'est de tout faire pour que nous prenions nos ressources minières et tout ce que nous avons comme jugement et les mettre entre les mains de la Chine ou bien de la Russie. Si c'est ça le panafricanisme, je dirais que nos ancêtres là vont se remuer dans leur tombeau. Nkrumah ne serait pas d'accord, Sankara ne serait pas d'accord, Julius Nyerere, pourquoi pas Lumumba et tout ça là, tout ce beau monde là, ils ne seront pas d'accord parce que ce n'est pas ça. Nous voulons que l'Afrique puisse se réveiller, l'Afrique en tant que puissance, l'Afrique en tant que continent qui puisse nourrir ses populations. Aujourd'hui, quand on me parle du panafricanisme et tout ça là, moi je pense, sincèrement, je pense qu'il y a d'autres thématiques sur lesquelles nous devons être plus actifs. Par exemple, la sécurité alimentaire. C'est le défi. Avec les changements climatiques, je vous dis que dans les années à venir, nous aurons de sérieux problèmes en matière de sécurité alimentaire. Les problèmes environnementaux. Aujourd'hui, quand on parle des changements climatiques, quand on parle de la pollution, quand on parle même des problèmes au niveau de l'ozone, de la couche d'ozone, mais qu'est-ce que nous faisons en Afrique? Jusque-là, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Merci beaucoup, Ibrahim. Je vais donner une minute. Votre regard sur le panafricanisme aujourd'hui, en une minute. Bon, écoutez, ça va dans tous les sens. Je l'ai déjà dit tantôt, ça va dans tous les sens. J'en pense qu'aujourd'hui, être activiste sur les réseaux sociaux constitue être panafricaniste. Malheureusement, c'est parce que le sens au départ de ce concept a été galvaudé et ceux qui l'ont porté sont mis dans le tiroir quelque part et personne n'a véritablement défendu l'idéologie de ces gens-là. Et aujourd'hui, les gens quelle est pensent cette idéologie? Comment ça devrait être c'est de mettre l'Afrique au cœur de toutes les préoccupations et faire de l'Afrique une force incontournable. En quoi faisant? En quoi faisant? En interpellant la conscience africaine. À faire de cette conscience une défense, comment dirais-je, incontournable. Je le dis, permettez-moi la redondance. En libérant les énergies, en amenant les Africains à aussi avoir leur mot en matière de technologie, en matière de géostratégie, en matière de... même tout, dans tous les sens. Il y a beaucoup de satellites que l'Afrique utilise aujourd'hui. Ça, je donne juste un exemple. Des satellites qu'on nous livre, on nous donne, bon, utilisés. Et ils savent pourquoi ils ont libéré ça. Tout à fait. Vous n'avez pas de satellite. Tout est contrôlé. Vous parlez de technologie, je crois que Prosper beaucoup se raconte parce que c'est l'idée du panafricanisme. Non, moi je voudrais que, par exemple, une minute, au cours de ces... Vous avez parlé donc des panafricanistes. Vous savez, les vrais panafricanistes ont un langage, des thématiques sur lesquelles ils reviennent. L'indépendance de l'Afrique. Vous comprenez? L'Afrique est déjà indépendante? Non, l'indépendance de l'Afrique, l'indépendance, la vraie indépendance de l'Afrique. Le colonialisme. Le néocolonialisme allait partir. Vous allez comprendre, ça dit que le vrai panafricain, c'est ça, ce sont les idées. Quand on rentre un peu l'histoire de nos langues autochtones, il faut qu'on y revienne, que ces langues-là soient reconnues sur le plan international. Pourquoi pas à l'ONU, on ne parle pas le Hausa, le Swahili. Voilà, vous voyez à peu près. Avec la pluralité de langues qu'on a sur le continent, ou bien on va choisir une langue qu'on a... Je dis, on peut adapter chaque langue à sa situation. C'est que l'occidental ne veut pas que ça se fasse ainsi, et on pense que c'est avec leur langue qu'on peut se comprendre. Maintenant, il faut pas la culture, notre culture, qu'on revienne vraiment. Et je crois que c'est Dieu qui le disait hors caméra tout à l'heure, que on verra des gens en cravate bien habillés à 4 épingles qui viendront parler du panafricanisme, alors que l'Afrique a sa tenue vestimentaire, sa culture propre à elle. Vous voyez à peu près. Regardez ces Pakistanais qu'on voit, les Indiens. Mais ils enroulent le truc là autour de la tête. Ils sont à l'ONU, ils sont partout avec ça. Ils ne sont pas tirés à 4 épingles. Mais nous, ils sont en jupe. Ils sont en jupe, voilà. C'est ça leur vous voyez à peu près. Donc, l'émission des gaz à effet de serre, ce n'est pas l'Afrique qui le fait. L'Afrique ne fait même pas 5%. Même pas sur
subit. Mais on nous dit subit. Donc il faudrait qu'on y ait des réflexions. C'est à nous. C'est des thèmes qu'on doit mener. C'est des thèmes. Mais la gouvernance mondiale ne nous appartiendra jamais. Merci beaucoup. On va pas l'accepter. À vous, nous sommes finalement à la fin du temps qui nous est imparti. Les religions aussi. Les religions. Oui, les religions. Il faut revenir à nos religions. C'est-à-dire, il faut discuter de ces choses-là et savoir quelle est la religion qui est vraiment compatible aux mœurs africaines. Merci beaucoup à vous pour vos contributions alimentées. Ce débat, c'est la fin de Regard Croisé de ce jour. Merci à vous également, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur New World.